Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo YouTube et on va aborder aujourd'hui un sujet que je n'ai jamais abordé par ici. J'en ai parlé à plusieurs reprises sur Instagram, mais sur YouTube, jamais. Tout simplement parce que j'avais peur du jugement. Vu que je me suis quand même fait pas mal lyncher sur les autres réseaux quand j'en ai parlé, forcément ça me faisait un peu flipper. Mais je me suis dit que le but était de toucher un maximum de mamans qui pouvaient vivre ce que j'avais vécu et que si je pouvais leur apporter mon aide d'une façon ou d'une autre, bien sûr que j'allais me mouiller. Donc c'est parti, on aborde le sujet des bébés aux besoins intenses. D'ailleurs, je parle pas trop fort parce que j'ai mon petit qui fait sa sieste à côté et c'est pas hyper bien isolé phoniquement chez moi. Donc je vais pas crier, j'espère que vous m'entendez bien. Et d'ailleurs, je veux casser un petit peu tout de suite le côté putaclic de la vidéo avec le fait que j'ai détesté la maternité. Alors oui, ça c'est vrai, j'ai vraiment détesté la première année de maternité en tant que maman, en tant que ce que j'ai ressenti, en tant que ce que j'ai vécu, et pas du tout, j'ai pas du tout détesté mon fils, hein. Pas du tout, soyons clairs là-dessus, c'est l'amour de ma vie, ça a toujours été l'amour de ma vie, j'ai toujours fait tout pour qu'il ait une belle vie, qu'il soit heureux, qu'il soit épanoui, qu'il ne manque de rien. Donc évidemment que je ne déteste pas mon fils, pas du tout, j'ai simplement détesté le ressenti, ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, la fatigue, l'isolement, etc. etc. Et donc de toute façon je vais vous parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Je me suis dit que ça pourrait être chouette de vous parler un petit peu de mon parcours pour celles qui ne me connaissent pas, que je vous explique un petit peu ce que c'est qu'un bébé aux besoins intenses, parce que c'est vrai que quand j'en parle autour de moi, souvent on me dit c'est juste un bébé, en gros tu sais pas gérer quoi. Sachez que mes proches pensaient comme ça et que je pense qu'aujourd'hui ça va mieux, mais à l'époque ils auraient pas pu garder Edouard plus de 2 heures d'affilée, ils auraient pété un câble, voilà. Donc je vais un petit peu vous expliquer donc notre parcours et je vais essayer de vous donner aussi un maximum de conseils parce que aujourd'hui Edouard va avoir 18 mois dans quelques jours et c'est un bébé totalement différent. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se sont améliorées en 1 an et demi et je me suis dit que ce serait chouette de vous montrer un petit peu ce qu'on a essayé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, dans quel sens ça évolue aussi puisque heureusement pour nous ça évolue dans le bon sens. Et voilà, c'est parti, let's go. Bon, évidemment, ça va de soi, mais ne soyez pas méchants dans les commentaires, ok. Je ne suis pas là pour me faire juger ou critiquer, je suis vraiment là pour vous partager mon expérience et si je peux, des petits conseils qui peuvent vous aider. Donc s'il vous plaît, soyez bienveillants. Bon, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un bébé aux besoins intenses, même si vous allez le comprendre par la suite puisque je vais un petit peu vous donner les caractéristiques de comment était mon fils. Ils sont tous un peu différents, mais dans la globalité, les bébés aux besoins intenses, c'est des bébés qui sont beaucoup plus démonstratifs, qui ont besoin d'un contact pas excessif parce que qu'est-ce qu'est la norme finalement, je ne sais pas, mais on va dire que comparé à la moyenne des bébés, c'est vraiment très 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 poussé. Ils sont dans la démonstration plus on dirait qu'ils vivent les choses beaucoup plus fort et qu'ils les expriment beaucoup plus fort et du coup dit comme ça a pas l'air dur, mais au quotidien je vous assure que c'est difficile et je vais vous montrer un petit peu tout. Franchement, pour en avoir discuté avec des mamans qui ont des bébés comme était Edouard, donc des bébés aux besoins intenses, et des mamans qui n'en ont pas, déjà les mamans qui n'en ont pas me disent c'est pas simple, alors j'imagine même pas comment vous faites. Bah écoutez, on s'adapte, on aime notre enfant donc on s'adapte, mais oui, vraiment il y a une réelle différence, donc je vais vous donner un petit peu les caractéristiques de son comportement pour que vous compreniez un petit peu mieux. Je tiens d'ailleurs à préciser que, évidemment, je savais très bien qu'avoir un bébé, c'était pas de tout repos, qu'il y avait la fatigue, qu'il y avait la charge mentale, qu'il fallait l'occuper, que voilà, je savais ça, évidemment. Alors, encore une fois, avant de l'avoir vécu, on peut pas savoir réellement ce que c'est, mais j'étais pas bête quand même, je savais que mon enfant n'allait pas rester posé sur un tapis ou dormir toute la journée, voilà. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit quand même aussi intense. Déjà, le tout premier signe, ça a été que quand donc j'ai accouché, la nuit qui a suivi l'accouchement, Edouard a pleuré toute la nuit, sans s'arrêter. C'est-à-dire que moi j'ai accouché à 4h30 du matin, le 24, et il a dormi une partie de la journée, parce que je crois qu'ils sont assez épuisés de l'accouchement, donc voilà, il dormait par intermittence, il se réveillait pour téter, il se rendormait. Et il tétait longtemps, par contre c'était un peu compliqué au début, mais bref, je vais pas parler de l'allaitement ici. Et il a passé ensuite la nuit à pleurer. C'est-à-dire qu'il n'a pas dormi de la nuit.
Et j'ai dû me balader avec lui sur mon avant-bras, c'est la seule chose qui l'apaisait en fait, sur conseil d'une des sages-femmes qui était là. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait, et à tour de rôle, elles étaient hyper démunies pour moi, donc elles venaient un peu m'aider. Et j'étais toute seule parce que j'avais demandé au papa de rentrer pour s'occuper de nos chiens. Je voulais pas qu'elle soit toute seule toute la nuit. Mais du coup, je me suis tapé une deuxième nuit blanche et avec un bébé qui n'a fait que pleurer, que pleurer sans s'arrêter de toute la nuit. Donc autant vous dire que j'avais vu beaucoup de vidéos de la première nuit avec ton bébé, c'est incroyable, tu te réveilles pour le regarder, machin. Pas connu ça, hein. Moi je me suis pas endormie en fait. Donc voilà, déjà ça a été assez compliqué et il pleurait quand je le reposais dans son berceau. Donc il y a une sage-femme qui m'avait expliqué comment le mettre de manière sécurisée en cododo. Donc dites-vous, c'était la deuxième nuit à la maternité. Voilà. Parce que c'était impossible de le remettre dans le landau en fait. Il fallait que je le prenne tout le temps dès que je le posais, il pleurait et tout. Bon, je vous retrouve 2 jours après la première partie puisqu'en fait Edouard s'est réveillé et que je n'ai jamais pu finir cette vidéo. Donc c'est parti, je reprends ici. J'étais justement en train de vous dire que dès la maternité, c'était compliqué, que les sages-femmes m'aidaient pour faire déjà du co-sleeping parce qu'il ne voulait pas dormir dans son berceau, que c'était voilà, très compliqué, qu'il n'avait pas dormi toute la première nuit. Et en fait, il faut savoir que ça a continué quand je suis rentrée chez moi puisque déjà pendant les 2 premiers mois de sa vie, j'ai tenté à peu près 5 à 6 fois par nuit de le mettre dans son cododo la nuit après l'avoir allaité et je n'ai jamais réussi puisqu'en fait parfois j'attendais 20 à 30 minutes qu'il se rendorme après la tétée, j'essayais de le poser et dès que je le décollais de moi, il hurlait. Donc voilà, déjà il y a énormément de personnes qui me disaient non mais c'est facile, t'as juste à le remettre dans son lit, non. C'est des personnes qui n'ont pas vécu ça et toutes les mamans qui ont des bébés comme ça le savent. C'est en fait c'est automatique, ils ont un signal d'alarme et dès qu'on les décolle en fait, dès qu'ils sont plus collés à nous, ils se mettent à pleurer et c'est impossible à gérer. Donc en fait je n'ai jamais réussi à le poser dans son cododo de sa naissance jusqu'à... en fait finalement il nous a toujours servi de barrière, hein, ce cododo, il ne m'a jamais servi pour faire dormir Edouard. Je prenais des photos de temps en temps quand j'arrivais à le mettre dedans, ça a dû arriver 3 fois en 1 an et demi. Non, en 1 an parce qu'en vrai après on l'a enlevé, même un peu avant. Mais voilà, donc vraiment... déjà ça c'était un gros signal d'alerte, c'était impossible de le décoller. Et la deuxième chose, donc évidemment les siestes aussi, et la deuxième chose c'était que c'était aussi presque impossible de le poser. Je voyais tout le temps des mamans en story Insta qui posaient leur bébé sur des tapis d'éveil pour jouer et tout. Moi j'ai réussi à le faire je pense 4-5 fois et ça a duré 15 secondes. Donc je prenais une petite photo à ce moment là parce que j'étais fière et puis en fait ça durait pas du tout. Et il se mettait à pleurer très rapidement en fait. Dès qu'il était posé sur un tapis d'éveil et qu'il sentait qu'il était plus dans nos bras, ça partait en crise de larmes. Et j'avais tellement de personnes autour de moi qui me disaient non mais le reprends pas dans les bras, tu vas l'habituer. En fait, il n'y a pas de question d'habitude, il n'y a pas de question de manipulation ou de caprice chez un bébé de quelques jours, même de quelques mois. On sait très bien aujourd'hui que les caprices ne viennent pas avant plusieurs années. Ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement un ressenti où en fait d'un coup ils ont une panique. Et moi Edouard était comme ça. Donc voilà, je pouvais vraiment pas le poser. Il était dans mes bras toute la journée ou en porte-bébé ou dans les bras de papa. Mais c'était très compliqué, on le baladait en fait la plupart du temps sur l'avant-bras. Je vous mettrai une petite photo ici pour que vous voyez. Mais cette position-là, on l'a adoptée pendant des semaines et des mois même. Je vous avoue, quand il commençait à peser 6, 7, 8 kilos, ça a commencé à être dur. On a réussi après à le passer plutôt contre nous et à le porter à 2 bras. Mais voilà, ça a été vraiment pendant des mois. Les endormissements étaient comme ça aussi, je n'ai jamais pu le poser pour qu'il s'endorme, je devais soit l'allaiter, il s'endormait en tétant, ce qui était le plus simple. À 8 mois, il a plus voulu téter, donc là on a dû faire autrement. En général, on l'avait dans les bras, on passait l'aspirateur, ou alors on marchait, enfin... On a tenté un nombre incalculable de choses, mais alors le poser pour qu'il s'endorme, jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Et d'ailleurs, des fois, on galérait même à le poser ensuite. Donc voilà, c'était compliqué, on a fini par le travailler, mais on est quand même passé par des phases un peu difficiles. Mais quand il a grandi, il l'acceptait un peu plus facilement, mais on devait quand même être à côté, et d'ailleurs, c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Bon, du coup, évidemment, la poussette, c'était tout aussi compliqué. On a eu vraiment un petit déblocage autour de 9 mois, où vraiment tout s'est un petit peu amélioré. C'était toujours moins que certains bébés de proches ou de copines avec qui je discutais, mais en tout cas, nous, c'était une belle évolution pour nous.
Il a commencé à accepter la poussette à partir de 9 mois, puisque comme il ne voulait pas être décollé, évidemment, il ne supportait pas la poussette. La nacelle, peu importe, on avait tout essayé. Le cosy en voiture, c'était pareil, un carnage. Il hurlait du début à la fin, parce qu'il voulait être contre nous, ce qui n'était pas possible dans la voiture. La poussette, c'était la même chose, donc la poussette, on l'a rapidement rangée et on l'a ressortie que vers ses 9 mois, quand il a commencé la nounou, parce que elle nous disait qu'elle faisait des balades en poussette et qu'il fallait qu'il accepte la poussette, donc on a essayé de le travailler un peu. Ça s'était un petit peu amélioré avec nous, mais tout s'améliorait à cette période, donc voilà, on a vu un petit changement. Finalement, ça n'est pas passé avec la nounou, puis je reviendrai après là-dessus. Mais voilà, donc la poussette, un calvaire, la voiture, un calvaire. Tout ce qui nécessitait qu'il soit pas dans nos bras finalement, c'était un calvaire, et en général il fallait bouger aussi. Parce que si on l'avait dans les bras mais qu'on était assis dans le canapé, ça marchait pas. Il fallait marcher, il fallait bouger, il fallait sortir. Donc voilà, ça a été des mois quand même assez compliqués, et rien que là déjà on ressentait qu'il y avait une différence avec d'autres bébés de notre entourage, puisque nous en fait on pouvait jamais le poser et quasiment jamais arrêter de bouger quoi. Du coup vous vous doutez bien que pour tout ce qui était cuisiné, c'était compliqué, il fallait que je l'ai en porte-bébé dans le dos en général pour que ce soit pas dangereux, que j'aille pas le brûler avec des vapeurs ou que j'aille pas le couper, ou parce que forcément s'il est devant je vois pas ce que je fais. Donc ça c'était assez difficile. Après j'arrivais à faire un peu de ménage ou autre, parce que du coup je le mettais soit en porte-bébé soit voilà, mais c'était quand même assez compliqué au quotidien. Pour travailler aussi c'était très dur, parce que comme il supportait pas la position statique, je pouvais pas juste le mettre en porte-bébé, attendre qu'il s'endorme, m'asseoir et bosser, il fallait que je bouge. Donc si je m'asseyais il se réveillait en fait. Et ensuite il pleurait. Donc c'est vrai que ça c'était assez difficile. Il fallait être beaucoup en mouvement et l'avoir dans les bras, donc pour toutes les tâches du quotidien en fait ça complexifie un peu tout, et je pense que c'est ça qui a fait aussi que c'était dur à vivre pour nous. Au-delà du sommeil, c'était vraiment cette charge physique et mentale toute la journée. Voilà, c'est pas super simple à gérer, et je trouve que c'est vraiment un truc dont il faut parler, parce qu'il y a Edouard, c'est pas un bébé isolé, il y en a plein qui sont comme ça, et malheureusement on s'y prépare pas forcément, et honnêtement, quand on s'y attend pas, qu'on a envie de faire des choses, on se sent très restreint, et c'est pas toujours facile. On va dire que la chance que j'ai eue là-dedans, moi, c'est qu'il acceptait autant papa que moi, puisque Valentin en fait était au chômage sur la première année, c'est un choix qu'on avait fait, il était au chômage sur la première année de vie d'Edouard, donc du coup il a pu être là avec moi à temps plein, et heureusement, parce que vraiment je pense que j'aurais pu faire une petite dépression postpartum ou autre. Honnêtement, ça aurait été vraiment très très dur. Il était avec moi, donc en fait, moi je gérais les nuits, l'allaitement, voilà, mais lui il était aussi là la journée pour me relayer si je voulais faire une sieste. J'ai pu travailler parce que du coup il prenait le relais. D'ailleurs, j'étais la seule à travailler dans le foyer, donc il fallait que je travaille, mais voilà, c'était vraiment une période pas évidente. Heureusement qu'on était tous les deux pour l'assumer, puisque du coup on le gardait à temps plein, on n'avait pas de nounou, on a tenté de le faire garder par une nounou à partir de ses 9 mois, mais ça s'est pas super bien passé. Elle a d'ailleurs abandonné au bout de 3 mois pour toutes ces raisons justement, parce qu'elle pouvait jamais le poser non plus. Donc là on a commencé à se dire que c'était pas nous qui étions fous, comme on avait pu me le dire dans des commentaires, à me dire oh là là, vous faites un enfant, vous assumez pas, non mais c'est pas la mer à boire, bah oui peut-être, mais bon pour nous c'était compliqué en tout cas. Donc cette nounou-là a abandonné. Et puis finalement on est passé par la crèche à partir de ses 13 mois, donc on a repris un mode de garde puisqu'on a déménagé, et que moi j'avais vraiment besoin de me dégager un petit peu de temps, et je pense que mentalement j'en avais vraiment besoin aussi. Donc maintenant Edouard il est gardé 2 jours par semaine en crèche, et ça se passe assez bien, c'est pas parfait, il y a des jours mieux que d'autres, mais globalement ça se passe quand même beaucoup mieux. Il a grandi aussi, donc forcément voilà, ça va mieux. Mais en tout cas, même les professionnels qui travaillent dans l'enfance nous le faisaient remarquer, donc c'était vraiment pas quelque chose simplement que nous on vivait, c'était vraiment quelque chose que tous, même nos proches avaient remarqué. Pour avoir eu plusieurs enfants, que ce soit ma mère, ma grand-mère, nous ont dit en fait ouais, il est quand même... Enfin, ils sont pas tous comme ça, quoi. Il est quand même vraiment épuisant, même si on l'aime fort, voilà, il nous fatiguait beaucoup. Encore, mais beaucoup moins aujourd'hui, donc c'est pour ça que je parle un peu au passé. Voilà, donc globalement, pour vous résumer un petit peu ce par quoi on est passé, et pour que vous ayez un petit peu de contexte, c'était ça. À côté de ça, il y avait plein de choses qui étaient super chouettes, il a toujours super bien mangé, il était pas compliqué, je pouvais lui donner mon lait, après je lui ai donné du lait de vache, qu'il soit chaud, froid, il en avait rien à faire, il a toujours mangé à peu près tout ce qu'on lui donne, il y a quelques trucs qu'il aime moins, mais globalement il mange tout. C'est un enfant qui est hyper hyper heureux de faire plein de trucs, qui découvre
beaucoup, qui est très intelligent, qui comprend vite ce qu'on lui explique. Enfin voilà, il a plein de côtés qui sont incroyables. Mais vraiment ces côtés-là étaient très 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 pesants. Et vraiment moi je trouvais que dès que j'en parlais en fait on me tapait limite sur les doigts comme si j'avais pas le droit de dire que c'était difficile parce que j'avais voulu mon enfant et tout, et que en fait j'avais une situation que d'autres parents ne vivaient pas, donc ils pouvaient pas du tout se projeter dans ce qu'on vivait nous quoi. Pour ce qui est des pleurs aussi, alors il y en a eu, mais c'est vrai que les pleurs ont été pas mal à cause des coliques. Quand il était tout petit, il avait beaucoup de douleurs au ventre, donc voilà, on a eu ces pleurs là de coliques. Ensuite, c'était pas un bébé qui pleurait beaucoup, mais parce qu'en fait, il était tout le temps contre nous. Si c'était un bébé qu'on avait beaucoup posé, qu'on avait laissé dormir seul, qu'on avait laissé s'endormir seul, c'est un bébé qui aurait énormément pleuré, parce qu'il ne supportait pas ça, en fait, il était en panique directe. Mais du fait qu'on l'ait toujours avec nous, du coup, c'est pas un bébé qui a beaucoup pleuré. C'est un bébé qui se plaignait un peu si on arrêtait de bouger ou autre, mais en fait, il pleurait pas parce qu'il était contre nous. Donc voilà, ça, je peux pas trop parler des pleurs. On n'a pas trop vécu ça, mais parce que je pense que du coup on n'a pas laissé en fait les pleurs arriver puisqu'il était toujours avec nous. Donc c'est une chance, mais à la fois c'est aussi, c'est aussi qu'on a fait ce qu'il fallait entre gros guillemets. Et on pouvait pas faire mieux quoi. On l'a aussi un peu ressenti sur le sommeil, donc comme je vous disais déjà les endormissements depuis qu'il est tout petit il faut qu'on soit à côté. J'ai tenté de l'endormissement autonome, j'ai tenté plein de trucs et puis j'ai compris que c'était pas pour nous, que Edouard ça le mettait dans un mal-être mais profond qui parfois du coup allait durer plusieurs jours derrière. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas adapté à lui et il y a un moment où je l'ai compris, j'ai arrêté de me battre contre ça, j'ai juste fait ce qui me paraissait le mieux pour lui comme pour moi parce que entendre mon bébé pleurer, le voir paniquer, c'est quelque chose qui moi me met super mal et qui me fatigue aussi du coup. Donc j'ai arrêté de faire ça, j'ai abandonné l'idée de le mettre dans sa chambre tout seul, de le mettre dans son lit tout seul. En fait, juste j'ai fait du co-sleeping. Donc le co-sleeping, c'est vraiment le fait de dormir à côté de son bébé. Donc je l'ai fait de manière sécuritaire, pas d'oreiller, pas de couette. Je dormais autour de lui arqué, aucune possibilité de se faire mal en soi puisque il était entre moi et le mur. Bon si, des fois il s'est pris une ou deux fois le mur. Quand il a un peu grandi, on a mis une tresse. Mais au début, on voulait pas qu'il puisse s'étouffer. Il pouvait pas se faire mal au sol puisqu'on avait mis un lit par terre et qu'il y avait des tapis autour. Enfin voilà, s'il tombait, il allait pas se faire mal quoi. Ça l'aurait surpris mais il se serait pas blessé. Donc on a vraiment tout fait de manière très sécuritaire et c'était la seule manière pour nous de dormir. Aujourd'hui, on essaie de faire les choses un peu différemment, tout simplement parce que moi je me projette avec un deuxième enfant, une grossesse, etc. et que je me dis que ce serait pas forcément pratique de dormir avec Edouard. Ne serait-ce que... je pense pas qu'il pourrait me mettre un coup ou me monter dessus dans la nuit, dans le ventre, enfin voilà, je pense pas que ça ce serait trop le problème. C'est plus que enceinte, je vais souvent aux toilettes la nuit, il y a des choses en fait qui peuvent faire que je dors pas, que je fais une petite insomnie, enfin voilà, je sais que ça m'est arrivé pendant ma première grossesse. Et du coup j'ai pas du tout envie d'être à côté d'Edouard à ce moment-là parce que j'ai peur de le réveiller, tout simplement. Donc je me projetais un petit peu à sortir de la chambre. On l'a fait un petit peu, mais au final on se rend compte qu'avec du recul il continue quand même de se réveiller si on n'est pas là. Il nous a fait 2-3 nuits un peu mieux et puis il a capté qu'on n'était plus là la nuit et du coup c'est reparti un peu dans le sens inverse où en fait si je le rejoins pas, à minuit et demi il se réveille en pleurant. Le matin il se réveille en pleurant s'il s'est pas réveillé de la nuit mais en panique. Et du coup je me dis à quoi ça sert en fait. À quoi ça sert si au final quand il se réveille et qu'il voit qu'on n'est pas là, il est complètement perdu et paniqué. Donc je pense que ça fait juste partie de son tempérament, qu'il est petit encore et que en grandissant on va pouvoir lui expliquer, il va pouvoir comprendre, mais actuellement c'est pas le cas. Donc après en avoir discuté un peu avec mon mari, il m'a dit écoute c'est pas grave, on dormira avec lui le temps qu'il faudra. Et on n'a pas envie en fait qu'il se réveille tous les matins en hurlant parce qu'il est paniqué d'être tout seul. Enfin voilà, c'est pas quelque chose nous qui nous va et qui nous correspond. Donc Valentin, mon mari, m'a dit écoute c'est pas grave, le jour où tu tombes enceinte du deuxième, si c'est toujours d'actualité et que voilà c'est toujours, il est toujours paniqué sans nous, c'est pas grave, moi je dormirai avec lui, toi tu dormiras seul pour pouvoir te lever facilement si t'en as besoin, faire ta vie. Le jour où on a bébé 2 qui est là, pareil, pour pouvoir l'allaiter tranquillement la nuit, etc. Voilà, en fait il prendra le relais là-dessus, c'est pas du tout quelque chose qui le dérange, sachant qu'Edouard quand on dort avec lui en plus il ne se réveille pas de la nuit, donc il n'y a même pas à gérer en fait, c'est juste qu'il a besoin d'une présence. Et il m'a dit du coup t'inquiète pas en fait, juste on lui laisse le temps, il y a pas de... En fait qui a dit qu'il y avait des règles, qui a dit qu'il fallait à tout prix sortir de la chambre à tel ou tel âge, tout ça c'est des règles de société qu'on a mis en place et c'est pas grave si avec nous c'est pas ce timing là, ça fait rien. Donc c'est vrai que moi je suis d'accord avec ça et je pense que je cède facilement à la pression autour quand on me dit mais quoi tu dors encore avec lui, il va avoir 1 an et demi, nanana.
Bah en fait je pense que le principal dans toutes les familles c'est que déjà ça nous corresponde et que chacun dorme et que chacun vive bien la situation. Et Valentin et moi on vit bien cette situation de ne pas dormir ensemble. On la vit bien, il n'y a pas de souci pour nous, ça ne nous empêche pas d'être un couple épanoui, ça ne nous empêche pas de passer des moments ensemble. En fait quand on décide d'aller dormir on dort. Donc ça ne change rien qu'on dorme ensemble ou pas. Voilà. Donc voilà en gros pour le sommeil, je voulais faire un petit retour là-dessus. Et puis c'est vrai qu'on avait aussi un bébé qui faisait énormément de réveils petit, donc bon je l'ai allaité jusqu'à ses 9 mois au sein, ensuite c'était du lait maternel mais au biberon. Mais on a quand même vu une petite différence à ce moment-là, mais comme je vous dis, il y a plein de choses qui se sont débloquées autour des 9 mois, donc c'est pas forcément lié à l'arrêt de l'allaitement au sein. Je pense que ça a été un ensemble de choses qui d'un coup se sont débloquées. Il s'est mis à faire ses nuits à cette période, on a pu plus facilement le poser, il a voulu arrêter de téter, enfin voilà, il y a eu plein de choses. Donc voilà, il y a eu un petit peu de tout ça qui ont fait que ça s'est amélioré et on a également vu une amélioration donc, sur les siestes puisque depuis tout bébé il nous faisait des siestes de 40 minutes maximum et ensuite il se réveillait. À ce moment-là on a commencé à avoir une amélioration avec parfois des petites siestes de 1 heure, 1 heure et demie et aujourd'hui donc ça a fait que de s'améliorer et aujourd'hui on est sur un bébé qui se fait vraiment des siestes de 2 heures, enfin voilà, donc c'est très appréciable, il fait des bonnes nuits, il fait des siestes, on n'a plus de soucis là-dessus. Les siestes il dort seul d'ailleurs, on l'endort et puis par contre il se réveille au bout de 2 heures en pleurant malheureusement, mais je peux pas rester là sur toutes ces siestes donc il faut bien que je me lève. Ce que je fais en général c'est que je mets la caméra comme ça, quand je vois qu'il commence à se réveiller ben, je vais dans la chambre et dès qu'il s'assoit ben, je suis là et comme ça il n'y a pas de stress. Donc voilà comment nous on procède et du coup bah, les siestes étaient quand même assez chaotiques mais c'est plutôt normal en vrai. Il dormait par tranche de 40 minutes, parfois 3 à 4 fois dans la journée, mais on n'avait pas mieux jusqu'à ses 9 mois, donc bah, c'est vrai que c'est toujours un peu fatigant, mais c'est comme ça, puis c'est une période et ça finit par passer. Pour parler un petit peu de l'impact que ça a eu, que ce soit sur moi ou sur mon couple, alors moi je vous avoue que je pense que l'impact de tout ça, je l'ai vécu seulement il y a quelques semaines. À mon avis, mon cerveau, il s'est mis en mode pilote automatique. C'est-à-dire que de toute façon, je n'avais pas le choix que de gérer cette situation, Valentin aussi. On aime notre fils, on voulait notre bébé, en fait, il n'y avait pas d'autre option que de gérer et de s'en occuper. Il n'y a pas, enfin voilà, il n'y a pas d'autre option. Donc je pense que mon cerveau s'est mis en mode pilote automatique. En mode tu dormiras plus tard, tu récupéreras plus tard, tu retrouveras du temps plus tard, voilà. En fait j'y pensais pas, c'est-à-dire que j'y pensais pas et simplement les journées défilaient les unes après les autres et j'assumais. Parfois je pleurais un peu, parfois je pétais un petit cap, ça arrivait, Valentin prenait le relais, j'allais souffler un coup et puis ça allait mieux. Mais voilà, je pense que vraiment j'ai été en mode pilote automatique pendant près d'1 an et demi. Et là récemment en fait j'ai senti mon état mental se dégrader. Mais d'un coup, en fait d'un coup. Et je pense que ce qui a changé, c'est que on est passé de cette situation où je portais le foyer, puisqu'on avait décidé avec Valentin qu'il ne reprenne pas le travail justement pour donner un coup de main à la maison, en fait, pour être un peu père au foyer, quoi. C'est lui qui gérait les courses, les repas, le ménage, enfin c'est lui qui gérait tout ça. Moi je m'occupais d'Edouard la nuit, quand la nuit avait été compliquée, bah, il me reprenait sur une partie de la journée pour que je me repose un peu, et le reste du temps je travaillais. Donc voilà, c'était vraiment le rythme qu'on avait adopté. Ça c'est, voilà, j'ai eu des critiques là-dessus mais honnêtement je trouve que ça ne regarde personne d'autre que nous. Tant que notre enfant ne manquait de rien et que nous ça nous convenait, bah voilà, c'est le principal. Donc on a fonctionné comme ça pendant 1 an et puis on a eu quelques soucis financiers et autres dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Et du coup on a décidé pour plusieurs raisons déjà de changer d'endroit où on vivait parce que c'était une passoire thermique notre appartement et qui nous coûtait beaucoup trop cher. Et d'autre part bah, que Valentin reprenne le travail. Donc voilà, ça a été beaucoup de changements et je pense qu'en fait tout ce poids que j'ai porté pendant des mois, d'un coup je n'ai plus eu à le porter. Parce qu'on a pu résoudre nos problèmes financiers et que c'est Valentin qui portait le foyer financièrement. Et du coup j'ai eu l'impression que mon cerveau, d'un coup, il réalisait que c'était plus à moi de tout porter et qu'on pouvait s'enlever ce pilotage automatique. Et ben mon corps il a tout lâché en fait. Je suis tombée dans une fatigue extrême, plus envie de travailler, plus du tout. Je pense que j'ai fait une espèce de burn-out en fait. Plus envie de bosser, une fatigue extrême. Pourtant j'avais des idées, j'aimais ce que je faisais, mais j'arrivais plus à m'y mettre en fait. Procrastination au max, je m'en voulais, culpabilité, fatigue, enfin vraiment un cercle vicieux pourri. Et donc voilà, je pense que cet impact que ça a eu sur moi, je l'ai ressenti bien plus tard. Bien plus tard. Et là, je vous en parle parce que ça y est, j'en ai pris conscience et j'en sors enfin. Donc voilà, ça a pris quelques mois.
mais ça va beaucoup mieux. Et pour ce qui est de l'impact sur mon couple, alors ça, en fait, ça n'en a pas eu plus que ça. Valentin et moi, on a toujours été une équipe. Là, il y a eu des phases où on s'est quand même beaucoup disputé parce que moi, je ressortais beaucoup de choses en fait. Je pense que j'avais un peu de... Je sais pas, comme si je reprochais des trucs alors qu'en vrai, c'était une décision commune. Mais voilà, c'est quelque chose que je vivais mal et comme j'avais l'impression de tout porter sur mes épaules, je lui renvoyais un peu tout dans la tronche quoi. Donc on a eu quelques disputes ces derniers temps, mais en fait je crois qu'il y a des choses où voilà, il y a des choses qu'on a un peu mis sous le tapis pendant 1 an et demi parce qu'on avait d'autres choses à gérer. Et du coup ça ressort un peu maintenant. Donc ça c'est pas grave du tout, on a besoin d'en parler, on a besoin d'extérioriser, c'est ok. On le fait pas toujours de la bonne façon parce qu'il y a la fatigue, parce qu'il y a voilà, plein de choses, plein de charges. Mais en soi, nous, notre couple, il est pas impacté du tout. On fait beaucoup plus de choses ensemble, de sorties ensemble, parce que du coup, on fait plein de choses avec Edouard. Donc voilà, si ça peut vous rassurer, il peut être mis un peu entre parenthèses, le couple, je trouve, pendant un moment. Mais ça va pas durer. Voilà, ça va pas durer. Et l'essentiel, c'est de se serrer les coudes. Nous, on s'est toujours dit, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de séparation, il n'y a rien avant les 2 ans de l'enfant. Quoi qu'il. Parce qu'en fait, on sait très bien que c'est une période qui est compliquée. Et il faut se serrer les coudes. Voilà. Et quitte à vivre ensemble, même si on s'entend plus bien, en fait on se serait pas séparés parce que c'était trop important pour nous qu'Edouard il grandisse avec ses 2 parents ou autre. Alors on n'en est jamais arrivé là, hein, je vous rassure, mais c'est juste c'était un discours qu'on avait eu avant même que Edouard arrive. Parce qu'on s'était dit en fait, quoi qu'il, on est une équipe, on sait pourquoi on est ensemble, on sait pourquoi on veut fonder notre famille ensemble. Donc peu importe la fatigue et autres, on se soutient et on verra plus tard. Voilà. Bon, évidemment, le plus compliqué dans tout ça, je pense que ça reste les remarques des autres, ce que les autres en fait projettent sur nous. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez dur parce que parfois on a nos convictions, on sait pourquoi on fait les choses, on connaît notre enfant, on sait ce qu'il y a le mieux en fait pour nous, pour notre famille. Et il y a des gens qui viennent avec leurs idées, leur parcours, leur vécu et qui viennent en fait entraver un petit peu tout ce que vous avez dans la tête. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas facile de recevoir les jugements, de recevoir les conseils même parfois qui sont juste bien intentionnés mais qui en fait nous font juste nous perdre et perdre du temps et perdre de l'énergie. Et enfin voilà, c'est pas forcément quelque chose que je recommande moi d'écouter les conseils de l'entourage. J'ai essayé de le faire et au final c'est des choses qui m'ont pas aidé du tout parce que ça n'allait pas dans le bon sens et que je pense que seuls les parents peuvent savoir ce que l'enfant a besoin, ce dont l'enfant a besoin. Donc voilà, si je peux vous conseiller quelque chose déjà, c'est de vous écouter vous. C'est super super important. On peut vous partager des retours d'expérience, on peut vous partager des conseils, mais au fond de vous, il n'y a que vous qui savez exactement ce qui est bon pour vous, pour votre enfant. Il n'y a pas de règle absolue. La société va vous dire qu'il faut une chambre pour votre enfant. Il doit dormir dans son lit à partir de 6 mois seul, sinon c'est des mauvaises habitudes. En fait, tout ça, c'est juste des conneries. Donc écoutez-vous. Il n'y a que vous qui savez ce qui est le mieux pour vous et votre enfant. Vous n'allez pas en faire un enfant roi parce que vous dormez avec lui, parce qu'il en a besoin. Pas du tout. Donc faites-vous confiance. Moi je pense qu'il n'y a rien de mieux de ça. Il n'y a pas à culpabiliser de dormir avec son enfant. Et en fait c'est votre famille, vos choix. C'est tout. Ça c'est vraiment important et je le rappelle parce que même moi j'ai besoin de cette piqûre de rappel. C'est vous qui décidez en fait dans votre famille. À partir du moment où l'enfant est bien traité, et c'est pas en fait c'est le cas, c'est vous qui décidez. Voilà, c'est vous les parents, et le choix vous revient. Nous, ce qui nous a le plus aidé, je pense, du coup, c'est vraiment déjà de s'aider un petit peu en termes de, comment dire, en termes de matériel. Par exemple, moi, porter Edouard à bras, ça devenait trop compliqué, donc j'ai investi dans un porte-bébé. J'avais le Ergo Baby, je sais plus trop quoi, je vous mettrai la photo et la référence en description, que j'ai trouvé vraiment génial, vraiment vraiment génial. Il m'a sauvée, je pouvais le mettre devant, derrière, enfin franchement je l'ai trouvé top. Le maintien était super, Edouard l'a très bien accepté aussi. Donc ça c'était génial et ça nous a pas mal aidé, le fait d'avoir un porte-bébé. J'ai eu une écharpe de portage mais Edouard était vite très lourd. Donc du coup c'était trop lourd pour moi à porter et voilà c'était compliqué. Mais par contre le porte-bébé, ça m'a sauvé la vie mais un nombre de fois incalculable, même pour les endormissements, il s'endormait facilement au porte-bébé. Donc c'est vrai que ça c'est génial. Le cododo du coup sécurisé, pareil, le co-sleeping du coup, c'est ce qui m'a le plus sauvé en termes de fatigue puisque j'ai arrêté d'essayer de le reposer dans son lit et que j'ai juste dormi à côté. Donc ça c'est vraiment le truc, je pense le meilleur move que j'ai fait. Et pourtant au moment où j'ai décidé de le faire, personne ne parlait de co-sleeping. Vraiment j'ai découvert ça toute seule et je me suis dit, enfin si les sages-femmes m'en avaient un petit peu parlé mais honnêtement
Je m'étais juste dit que voilà, la personne qui m'avait parlé de ça, elle était un peu à l'ouest. Très honnêtement, hein, c'est hyper méchant, mais je m'étais dit, bah, elle est un peu à l'ouest, pourquoi elle m'a parlé de ça, c'est dangereux, nan nan nan. Et c'est un truc que je ne voulais pas faire. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai juste lâché prise parce que moi, j'en pouvais plus. Je voyais qu'Edouard, il le vivait mal. Enfin, c'était super compliqué. Donc voilà, moi, le co-sleeping, c'est quelque chose qui m'a vraiment sauvée. En toute sécurité, encore une fois, mais c'est vraiment ce qui m'a sauvée, je pense. Qui a sauvé mes nuits, ma fatigue, mon énergie, ma charge mentale, tout. Le fait de dormir à côté d'Edouard, en fait, ça a tout changé. Et un des trucs aussi les plus importants qui m'a aidée, c'est le fait d'arrêter de me comparer. Il y a un moment où j'ai arrêté de me dire c'est pas normal, c'est machin, il devrait pas faire ci, il devrait pas faire ça, à son âge on devrait avoir réussi ça. En fait j'ai arrêté de me comparer. J'ai compris qu'Edouard c'était juste un enfant unique qui certes ressentait peut-être les choses plus fort que la moyenne, qui exprimait plus fort que la moyenne, mais c'est pas grave. J'ai accepté ça et vraiment le jour où j'ai accepté, mais ça m'a fait tellement de bien d'arrêter en fait de rentrer, d'essayer de rentrer dans des cases. Ça m'a fait un bien fou. Donc si t'es une maman et que t'as besoin d'entendre ça, vraiment, fais-toi juste confiance. Chaque enfant est unique, donc il n'y a pas à rentrer dans des cases, il n'y a pas... Enfin, moi je sais que ça m'a libérée d'arrêter de me comparer et d'essayer de rentrer dans des normes. Il n'y a pas de normes en fait. Il y a une moyenne, mais il n'y a pas de normes. Donc si ton enfant il rentre pas dans la moyenne, bah, c'est pas grave. Encore une fois, c'est une moyenne, il y a des enfants qui sont... La majorité vont peut-être être comme ça, et il y en aura une minorité qui vont être très différents de la moyenne, très loin, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais il faut vraiment en fait apprendre à se faire confiance et arrêter de se comparer, parce que la comparaison c'est ce qui tue le plus en postpartum, je trouve. On a des attentes alors qu'en fait on est face à des petits bébés qui sont en train d'apprendre la vie, et on peut pas leur demander d'agir tous comme des robots, enfin... Voilà, donc arrêtez de se comparer, essayez juste de se reposer au maximum, de prendre du temps pour soi, pour tenir sur le long terme et ne pas exploser en vol, mais surtout ne pas se comparer. Faire les choses à son rythme et encore une fois, bah, faites-vous confiance parce que y a que vous qui savez, en fait, qui connaissez votre bébé, qui savez ce qui est bon pour lui. Et de vous lâcher un peu la grappe, bah, moi je trouve que ça fait vraiment, vraiment du bien. Évidemment, si vous pensez qu'il y a un souci, je vous recommanderais quand même toujours d'aller voir un professionnel de santé, un pédiatre ou autre, parce que parfois un comportement comme ça peut être le signe en fait d'un problème de santé, un RGO ou autre. Moi je suis pas spécialiste dans ce domaine donc je me permettrai pas de donner un diagnostic, mais il peut y avoir une cause en fait derrière ça. Donc vous pouvez quand même vérifier, évidemment, vous dites pas juste bah, il est comme ça et je l'accepte, ça se trouve votre enfant il souffre, enfin voilà. Nous c'était pas le cas, il n'y avait pas de RGO, il n'y avait rien de tout ça. C'est son tempérament, il est toujours comme ça, même si encore une fois ça a diminué, l'intensité est moins forte, mais il n'y a pas du tout de problème de santé, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de tout ça. On est plus impacté dans des périodes où il va faire ses dents ou autre, mais globalement c'est juste son tempérament. Donc voilà, vous si vous avez un doute, évidemment allez consulter, parfois ça peut cacher quelque chose et il faut pas se dire juste je l'accepte et voilà, ça se trouve votre bébé souffre parce qu'il y a un truc et voilà, il vaut mieux vérifier quand même, demander à un professionnel, mais nous après multiples vérifications, rien, juste c'est son tempérament et c'est comme ça. Bon, du coup, pour faire un petit, comment ça s'appelle, un petit résumé, un petit peu de tout ça, je pense que maintenant vous comprenez pourquoi je dis que j'ai détesté la première année de maternité. J'ai aimé mon fils du plus profond de mon cœur, j'ai aimé m'occuper de lui, prendre soin de lui faire découvrir des choses, lui faire à manger, l'emmener partout. Ça, j'ai adoré, évidemment. Ce que je n'ai pas aimé, c'est, bah en fait... toute cette pression, toute cette charge mentale, physique, toute cette fatigue, tout ça, ça a été dur. Ça a été très dur, le fait de me sentir un petit peu seule aussi. Je me suis même beaucoup sentie seule, très isolée, j'essaie d'y remédier, mais voilà. Ça, c'est des choses qui ont été compliquées pour moi, mais absolument pas le fait d'avoir un bébé, de m'occuper de lui donner tout l'amour du monde, de l'emmener partout. Pour moi, ça n'a pas été une charge mentale d'avoir un enfant. De devoir m'occuper d'un enfant, ça a été vraiment toute cette partie-là, très physique en fait, très moralement compliquée. Et voilà, donc je pense qu'on peut vraiment aimer être maman. Moi j'ai aimé être maman, je veux d'autres enfants, voilà, mais j'ai détesté ma première année de maternité, malheureusement. J'espère que j'en aurai un meilleur souvenir avec mon futur enfant, parce que bah, j'aimerais vraiment pouvoir aimer cette période. Quand j'entendais des mamans qui me disaient ah, c'est trop génial, je le pose, il dort, il mange, il se réveille, il fait des sourires, il dort.
bah moi j'ai pas connu ça, donc c'est vrai que du coup j'ai un peu l'impression d'être passée à côté, mais je pense que j'aurai d'autres enfants qui auront un tempérament différent et du coup j'aurai peut-être une autre vision de la première année. En tout cas en ce qui concerne cette première année là, ben voilà, c'est ça, j'ai vraiment eu du mal et puis je pense que c'est comme ça, chaque enfant est différent, chaque grossesse sera différente, chaque maternité est vécue différemment et je suis pas fermée à une prochaine puisque je veux d'autres enfants, mais en tout cas, je voulais simplement exprimer ça et puis je voulais pouvoir en parler parce que c'est un sujet qui est quand même tabou et je sais qu'il y a probablement d'autres mamans qui ressentent la même chose que ce que j'ai ressenti. Donc je voulais vraiment que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que c'est une période qui va passer. Malheureusement, elle est dure sur le moment, il faut l'encaisser, mais elle va passer. Et il y aura des jours qui seront bien mieux à l'avenir. Donc voilà, il faut s'accrocher, demander tout le soutien possible et imaginable autour de vous. N'hésitez pas à demander du soutien. C'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on a eu moralement, mais beaucoup moins physiquement parce qu'on vit loin de nos familles. Donc quotidiennement, en fait, on les voyait pas. On les voyait une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois. Donc on n'avait pas d'aide extérieure. Je pense que ça aurait pu nous soulager un petit peu, mais bon, c'était notre choix de partir loin, donc c'est comme ça, on n'avait pas fait un enfant pour demander à nos proches de s'en occuper, et ça allait de soi pour nous de vivre dans la région qu'on voulait, mais simplement on est parti loin de nos familles, donc voilà, c'est pas forcément quelque chose qui a été facile. Maintenant, on le referait 1000 fois s'il le fallait, donc voilà. En tout cas, je vous souhaite toute la force du monde et tout le courage du monde si vous êtes dans une période qui est compliquée. Vraiment, parlez-en autour de vous, ne restez pas seul. L'isolement, c'est vraiment ça qui tue à petit feu, donc parlez-en autour de vous. Et puis, si vous avez besoin de vous exprimer, de parler de votre ressenti, de votre vécu sous cette vidéo, n'hésitez pas, c'est une safe place ici, donc vous pouvez partager un petit peu tout ce que vous ressentez. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!